Historama. Historama avec Ousmane Manga. Historama. Ce que je retiens, c'est l'importance de l'histoire. Je pense que pour nous Africains, nous devons étudier notre histoire, nous devons comprendre notre histoire. Que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal indépendant, était issu d'une minorité ethnique sérère et d'une minorité religieuse catholique. Fait corps avec notre vieille tradition de vivre ensemble, en symbiose avec nos valeurs partagées et dans le respect de nos diversités. La civilisation de l'universel dont parlait Senghor, c'est que toutes les cultures étaient respectueuses des unes des autres, que toutes les cultures devaient participer au développement et au rayonnement de la Terre. Et tant que nous n'avons pas résolu cette question-là, qui sommes-nous, d'où venons-nous, nous risquons encore une fois de rater le coach. Que les patrimoines devaient être sauvés, sauvegardés, respectés. Historama. Historama, une émission dédiée à l'histoire, aux cultures et aux civilisations, tous les mardis de 21h10 à 22h avec Ousmane Mangane sur Radio Chine Internationale 102.9. Historama. Historama, c'est un magazine dédié à l'histoire, aux cultures et civilisations. Bonjour et bienvenue dans votre émission Historama. Aujourd'hui, nous recevons Cheikh Sadibou Diop, administrateur, et avec lui, nous allons évoquer une figure historique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Cheikh Sadibou, votre homonyme, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Diop. Oui, bonjour, monsieur Mangane. 2017 coïncide avec le centenaire de son rappel à Dieu, qui était Cheikh Sadibou. Cheikh Sadibou était une grande figure de l'islam, un saint qui est né en 1848. Son père, Cheikh Mohamed Fadel, a représenté la Fadelia, une des branches de la Khadria. Cheikh Mohamed Fadel était un pôle, un saint qui était au niveau de la zone du Had mauritanien, qui est né en 1797 et disparu en 1869 et qui a laissé une très grande famille de 48 enfants, garçons et de 50 femmes. Cheikh Mohamed Fadel a donc généré ce grand pôle qu'est Cheikh Sadibou, qui a participé grandement à l'expansion de l'islam ici au Sénégal. Et Cheikh Sadibou, l'homme a marqué, selon vous, l'histoire de la sous-région est-africaine dans ses différentes dimensions religieuses, politiques et socioculturelles. Oui, effectivement, l'avènement de Cheikh Sadibou a coïncidé avec ce grand repère historique des années 1850, où vous l'aurez un peu remarqué, et sont nés de grandes figures, Cheikh Ahmadou Bamba, 1853, El Hadj Malick, 1855, Cheikh Ibrahima Niass, l'Imamou. Donc Cheikh Sadibou était contemporain de ces grandes figures, dont leur avènement coïncidait avec la fin de la colonisation et la période de la pacification. Et ils ont eu à parachever cette grande œuvre d'islamisation des pays noirs, qui, faut-il le rappeler, a débuté depuis très longtemps, depuis l'époque almoravide au XIe siècle, mais qui concernait principalement ce qu'on a pu appeler l'islam de cour, qui était un peu réservé à l'aristocratie, aux dirigeants et autres. Et l'avènement de ces grandes figures confrériques a permis de populariser l'islam. Mais le temps a coïncidé, comme vous l'aurez également remarqué, à la colonisation. Et l'action politique de Cheikh Sadibou a eu également des répercussions d'ordre politique, socio-culturel, parce que la Khadria était également une dimension de tout ce qu'on a pu appeler des liaisons directes avec, par exemple, toute cette zone de la Mauritanie et du Sénégal, et de l'AOF globalement, de la sous-région ouest africaine. C'est ce qui vous fait dire que Cheikh Sadibou a participé grandement à l'expansion
l'expansion de l'islam, à la préservation de la paix et à l'éducation des masses. Oui, effectivement. Du point de vue de la pénétration de l'islam, comme j'ai eu à le dire, Cheikh Sadbou l'a rendu un peu plus une affaire de masse. Parce qu'au tout début, c'était un peu réservé à la cour. Et cette dissémination de l'islam a permis de long en large, du nord au sud, à travers la consécration de grands dignitaires, de cheikhs et de moukhadam, à Cheikh Sadbou, de pouvoir faire venir dans la religion islamique des tcheddos de renommée et de populations qui n'avaient pas totalement adhéré à l'islam. Aujourd'hui, si on doit faire le bilan de cette action d'islamisation du Sénégal du nord au sud, on se rendra compte que à travers l'action de Cheikh Sadbou directement, l'action de ces cheikhs, des populations très très nombreuses ont eu à embrasser l'islam grâce à lui. Et ça, j'ai eu à le dire, du fait de l'innovation que la Fadiliya a un peu apporté à la grande famille Khadri, parce que la Khadriya est l'une des plus anciennes confréries qui remonte à très longtemps, 1170 de Abou Khadri Jailani depuis Bagdad, et a été disséminée un peu partout dans le monde. L'entrée de la Khadriya au niveau du Sénégal et en pays noir a précédé même Cheikh Sadbou. Il y avait d'autres figures. Bon, mais Cheikh Sadbou, à travers la dissémination et la diffusion de ces cheikhs, a permis de pouvoir conquérir des zones naguère hostiles à l'islam. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la Khadriya, c'est quoi? La Khadriya, c'est une confrérie, c'est une voie mystique qui est un peu une voie créée par Abdul Qadir Jailani, qui était un grand savant, un théologien et un grand soufi du XIIe siècle, qui est né en Perse mais qui a un peu grandi et a écloré à travers la cité de Bagdad, qui en son temps était le centre, la capitale un peu du monde islamique. La Khadriya se particularise principalement par ce qu'on a pu appeler des rites, un wird, et également tout un système de comportement et d'état d'esprit qui permet à l'individu de pouvoir un peu intervenir dans ce qu'on a pu appeler la ihsan, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'individu de s'élever spirituellement après avoir accompli tout ce qui a trait à l'islam en tant que tel, les piliers, tout ce qui a trait à certaines obligations, mais tout ce qui permet également à l'individu de pouvoir s'élever un peu. Et cette Khadriya a des différentes branches. Dans le contexte dans lequel nous intervenons, déjà, avant même, ou bien dans le même sillage que Cheikh Mohamed Fadel, il y avait Cheikh Sidia Baba qui a eu relativement également formé beaucoup de sommités. Et la Fadiliya a un peu introduit quelques innovations positives. Parce qu'en général, quand on parle d'innovation, les gens ont tendance à parler du côté négatif, c'était pas le cas. Les innovations positives, j'ai eu à le dire, c'est le zikr à haute voix. C'est également le fait que Cheikh Sadbou dans le sillage de Cheikh Mohamed Fadel était éclectique. Il donnait tous les werds, aussi bien le werd Khadri, le werd Tijan et d'autres catégorie de werd, parce qu'il se prévalait de son statut de descendant du prophète. Et à travers votre texte, on lit à 16 ans donc, quittant son hôte natal situé à l'est, Cheikh Sadibou a été envoyé par son père, Cheikh Mohamed Fadel, oui, pour s'établir dans la zone du Trarza. C'est ça. Ça également, c'est une des techniques de dissémination de la confrérie Fadeliya et Khadriya. Parce que, comme j'ai eu à le dire tantôt, Cheikh Mohamed Fadel avait beaucoup d'enfants. Et sur certains de ses enfants, il a préféré les orienter dans certaines zones. C'est ainsi qu'il orienta dans un premier temps Cheikh Malénine, le grand frère de Cheikh Sadbou, vers le Sahara occidental, vers la frontière avec le Maroc pour s'établir et pour se disséminer un peu la voie. Et à Cheikh Sadbou, il lui a demandé de s'orienter vers l'ouest, vers la zone du Trarza et vers la vallée du fleuve Sénégal. Et Cheikh Sadbou a eu à parcourir près de 1200 km à 16 ans pour pouvoir disséminer la voie et pouvoir s'établir. C'était pas du tout facile, avec toutes les rivalités et toutes les contraintes auxquelles il a dû faire face pour pouvoir intervenir principalement en pays noir. Et auparavant, donc, il avait reçu une éducation religieuse, juridique et ésotérique. C'est ça. C'est-à-dire que Cheikh Sadbou a suivi le cheminement naturel de tous les shérifs et de tous ceux qui sont un peu appelés à jouer de grands rôles. Il a reçu une formation coranique comme tout le monde, une formation en législation, en fiqh, en théologie, une formation également en linguistique, une formation en grammaire et une formation ésotérique parce qu'il a été initié à la voie très très jeune.
certains parlent de 7 ans, à l'âge de 7 ans, d'autres à 9 ans. Et à 14 ans, son père, Cheikh Mohamed Fadel, en a fait un cheikh en lui mettant le turban sur la tête et en lui disant que désormais il a le grade. C'est donc à l'âge de 16 ans, vers les années 1864-66, qu'il est venu s'établir au niveau de la zone du Trarza à l'effet de pouvoir approfondir à nouveau ses connaissances. Mais sur la dimension de Cheikh Saad Bou, il y a une dimension qu'on ne peut pas nier malgré notre volonté de pouvoir un peu traiter les faits historiques de façon objective. C'est cette dimension mystique. Qu'est-ce qui a prévalu à l'avènement de Cheikh Saad Bou? Parce que son nom lui-même a été prédestiné. Pourquoi son père a eu confiance en lui donnant l'autorité spirituelle? Tout cela, l'histoire a prouvé que quand même Cheikh Saad Bou a atteint le niveau auquel il était prédestiné. Et on constate que l'environnement était hostile dans cette partie aride et désertique, comme vous le dites, caractérisée par les razzias des tribus guerrières, le commerce des esclaves. C'est cela. C'est-à-dire que Cheikh Saad Bou, en faisant ce long trajet de 1200 km en quittant l'est vers l'ouest, il voulait s'établir là où on n'entendrait pas ou bien là où on ne connaît pas son illustre père, Cheikh Mohamed Fadel. C'est pour cela qu'arrivé à l'extrême ouest, vers le Trarza, c'est la dernière zone, en sortant de la Mauritanie vers le Sénégal, qu'il a voulu s'établir. Bon, mais tout naturellement, en général, tout fait nouveau suscite un peu de la résistance. C'est dans ce cadre que les autochtones, les puissances tribales, ont eu à attirer l'attention de l'émir du Trarza sur un peu le danger que pouvait représenter Cheikh Saad Bou dans son envergure, dans ses influences et dans le fait qu'il était appelé à pouvoir jouer un grand rôle. Il y a eu donc un procès en sorcellerie parce que sur les karamas de Cheikh Saad Bou, tout ce qu'il faisait en termes de miracles intriguait les gens et on l'a mis à l'épreuve et l'émir a eu à rassembler tous ses érudits pour confondre Cheikh Saad Bou. À l'issue de cette confrontation, l'émir a autorisé Cheikh Saad Bou à s'établir et à lui permettre de pouvoir accéder à la terre. Et à l'issue, Cheikh Saad Bou s'est établi à Tuizik, un peu plus éloigné que Trarza, pour pouvoir fonder son école et essaimer un peu partout. Et l'histoire a fait que sur l'installation de Tuizik, qui était un peu éloigné de l'ordre de 350 km de Nouakchott, ce sont des Sénégalais en son temps qui avait construit la Zawiya de Cheikh Saad. Et c'est dans ce contexte que Cheikh Saad Bou effectua donc son premier voyage à Saint-Louis en 1872. C'était un contexte également d'insécurité. Vous l'aurez noté. Le contexte était un contexte tel qu'il n'y avait pas tellement les arcanes de l'État au niveau de cette zone du Trarza. C'était la grande insécurité, c'était des razzias, c'était le commerce des esclaves et c'était l'oppression sur les masses un peu plus faibles. C'était ce qu'on a pu appeler chez nous un peu le règne des Tchèddos, qui faisait donc que Cheikh Saad Bou n'était pas en mesure de pouvoir s'établir comme il faut. C'est après avoir conquis la zone du Trarza qu'il a entrepris de voyager pour venir à Saint-Louis. Saint-Louis qui était considéré comme la capitale du Sénégal. Et il faut dire également que la colonisation de la Mauritanie n'était pas intervenue entre-temps. Les Français n'avaient que deux positions, à Souad El Mana et à Mederdra. Et il fallait à Cheikh Saad Bou de pouvoir venir à Saint-Louis pour pouvoir faire la mission pour laquelle il avait été destiné. Donc en 1872, il campa à 10 km de Saint-Louis, dans le site actuel, ironie du sort ou bien grande coïncidence, dans le site actuel où est implantée aujourd'hui l'université Gaston Berger à Bangou, à 10 km. C'est à l'issue qu'il s'est déplacé pour venir au niveau de Saint-Louis en s'établissant à Ndartout et également à Gendar. 1872, donc voilà un peu le contexte. On note l'incident de Gendar avec le gouverneur du Sénégal. Je l'ai dit tantôt, l'une des innovations de la Fadilia, c'est le zikr à haute voix, le zikr relativement à l'unicité de Dieu, au nom de Dieu. Et quand Cheikh Saad Bou s'est établi avec ses disciples, certainement les zikrs ont eu à un peu attirer l'attention de la police coloniale, tardivement la nuit, qui a considéré le zikr à haute voix comme attentatoire à l'ordre public. Et c'était difficile. Sur ce, il y a eu incident et un des disciples de Cheikh Saad Bou a eu à un peu donner un coup à un des policiers et Cheikh Saad Bou a été convoqué dans le bureau du gouverneur pour répondre de cela. Et c'est le premier choc, le premier incident entre Cheikh Saad Bou et le gouverneur. Et sur ce, les archives ont montré que l'une des menaces auxquelles Cheikh Saad Bou faisait un peu face, c'était une menace d'emprisonnement. Mais une fois les deux hommes se sont vus, échangés, et la résistance multiforme opposée par le Cheikh a permis au gouverneur de reconsidérer sa position et ayant observé également tout le prestige que le Cheikh avait du fait de son statut de descendant du prophète, du fait de sa notoriété, du fait également de cette dimension idéologique qui était un peu caractérisée le Cheikh,
le gouverneur a voulu en faire relativement un allié. Et l'a traité comme il faut par la suite. C'était la résistance du Cheikh. C'est cela. Et en 1881, il effectua également son deuxième séjour. Et dans le rapport donc du gouverneur, il était mentionné l'influence grandissante du Cheikh, qui a eu même dans ses rangs fidèle comme l'adjure d'Amil du Caire. C'est cela, c'est cela. Parce que le Cheikh profitait également de sa visite à Saint-Louis, déjà pour faire un travail de massification de l'islam et de la Fadiliya à Saint-Louis même, qui était le centre où se retrouvaient plusieurs nationalités et plusieurs familles. Et il profitait également de cela pour faire des tournées un peu partout, dans le Cayor, dans le Bawol, dans le Saloum, pour disséminer et élargir les bases de la Fadiliya et de l'islam. C'est dans ce cadre que le Cheikh a eu à nouer des relations très suivies avec El Hadj Malick, avec Cheikh Ahmadou Bamba. Il a eu également à avoir des relations très étroites avec l'adjure Ngoné Latyr, qui était le damel du Cayor en son temps, et également avec Albouri Ndiaye. Et les relations entre Cheikh Saad Bou et le damel du Cayor étaient de notoriété publique, et le colonisateur ayant eu vent, information, renseignement de ce que le Cheikh Saad Bou pouvait influer sur l'adjure, a profité de cette visite pour lui demander un peu d'inviter l'adjure à mieux accepter la construction du chemin de fer et d'éviter d'éventuels troubles. Donc le Cheikh a contribué considérablement à informer l'adjure d'accepter la construction du chemin de fer. L'histoire a retenu que le Cheikh a joué les bons offices. Et ça également, c'est un point de l'histoire qu'il faudra à nouveau creuser. Parce que le Cheikh s'est tantôt positionné naturellement, et ça c'est l'histoire de la Khadria, à la différence de d'autres ordres, un pacificateur, relativement également un médiateur. Si on était dans les temps modernes, on aurait parlé de ce rôle de régulateur social. C'est-à-dire, le Cheikh a essayé, tant soit peu, de pouvoir un peu faire en sorte de pouvoir préserver la paix civile et de faire en sorte de pouvoir un peu concilier certaines positions. Et ce rôle, quand même, mérite d'être souligné. C'est un rôle essentiel et qui a permis relativement au Cheikh de pouvoir consolider ses positions, de profiter de cette paix française, de cette stabilité que offrait la France pour pouvoir disséminer. Et là, c'est toute une stratégie concertée. Et ce serait intéressant de pouvoir creuser cet aspect. C'est-à-dire que comment nos chefs religieux ont relativement profité de cette contrainte qu'était la colonisation pour la transformer en une opportunité de dissémination de l'islam. Ça, c'est un jeu d'acteurs quand même assez important qui mérite d'être creusé pour pouvoir voir dans ce jeu de stratégie qu'est-ce que réellement, quelles sont les parts positifs et les points négatifs, les compromis et également la flexibilité qui a été nécessaire pour permettre à nos chefs religieux de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et dans vos travaux aussi, vous nous apprenez que durant ce voyage, là où il était, sa base était un centre d'études où venaient donc étudier beaucoup d'élèves qui étaient venus à sa rencontre. C'est de notoriété, hormis le rapport du gouverneur et de ce que l'anthropologue Guy Tillmans a eu à établir, beaucoup d'autres études ont eu à faire les mêmes constats. Qu'il s'agisse de Paul Marty dans son ouvrage L'Islam mort, Cheikh Sidiya, les Fadiliya, les Ad et les Ali, qu'il s'agisse également d'Alfred de Châtelier, dans également son ouvrage L'Islam dans l'Afrique occidentale. Tout le monde a admis la grande renommée et tout le travail de pérennisation, bien de dissémination de l'islam que Cheikh Saad Bou a eu à faire et qui a intéressé toutes les parties du territoire national, aussi bien au niveau du Fouta, qu'au niveau du Baol, qu'au niveau du Cayor, qu'au niveau du Jolof, au niveau de la Casamance. Cheikh Saad Bou recevait des familles maraboutiques et des familles régnantes et de simples populations, matière à pouvoir éduquer, à pouvoir donner de la connaissance aux populations autochtones. Historama. Historama avec Ousmane Mangas. Historama. Ce que je retiens, c'est l'importance de l'histoire. Je pense que pour nous Africains, nous devons étudier notre histoire. Nous devons comprendre notre histoire.